Bonjour chers téléspectateurs de Leral TV et Leral.net, bienvenue dans Parlons Éducation, votre émission éducative qui se tient tous les 15 jours, le 4e numéro de Parlons Éducation de ce lundi 3 août reçoit sur son plateau Monsieur Alioune Badara Sissoko, directeur d'école de Kër Serigne Louga Est, représentant le CODEC. Le CODEC, c'est le collectif des directeurs d'école, et M. Djogoma Ndiaye, directeur d'école SOS Herman Mayner de Louga, qui sont nos invités, les invités de ce 4e numéro de Parlons Éducation sur Leral TV, Leral.net. Nous sommes là pour parler de l'éducation. Bonjour M. Sissoko. Bonjour M. Diallo. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour M. Diallo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plateau de Parlons Éducation est très content de vous accueillir. Alors, nous allons parler toujours éducation à Louga. Alors, Monsieur Doyen Sissoko, pouvez-vous nous parler un peu de votre cursus ou bien de vos passages dans le système éducatif à Louga? Merci M. Diallo. Donc, je serai très heureux de vous parler de mon cursus en tant qu'enseignant. Donc, c'est en octobre 1982 que je suis sorti de l'école de formation de CFPP de Thiès et que je suis affecté à Matam, plus précisément à Sinthiou-Bamambé. Certainement, vous avez parlé de... Vous connaissez Sinthiou-Bamambé. C'est le village, bien la ville actuelle du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. J'ai fait 6 ans là-bas, donc de 82 à 88. Après, par la suite, en 88, je suis muté à l'école de Léona, où j'ai fait 5 ans, donc de 88 à 93. Par la suite, à partir de 93 jusqu'en 95, j'ai été affecté à Guidile, l'école de Guidile, et où j'ai fait 2 ans. De 95 à 2011, donc j'ai été à l'école Marbat, donc où j'ai fait presque 16 ans. Et à partir de 2011, j'ai fait 2 ans comme directeur d'école à Grand Louga Ouest. Et depuis 2013, je suis maintenant à l'école Kër Serigne Louga Est, où j'assume aussi la responsabilité des directeurs d'école. Et vous êtes également le représentant du collectif des directeurs d'école. Effectivement, j'ai été choisi comme président du collectif depuis 2016. Je crois que c'est au moment où M. Sambotop quittait. C'est moi qui l'ai remplacé en tant que président du collectif. Et depuis lors aussi, j'occupe ce poste. Et vraiment, je me sens aussi très bien. Bien. Le poste de CODEC, c'est une responsabilité lourde, certainement, parce que gérer toutes les écoles, les directeurs d'école, c'est également un poste de responsabilité très lourd. Bon, c'est lourd, ce n'est pas lourd, d'autant plus que là aussi je suis accompagné par mes pairs en tant que directeur d'école qui m'ont choisi pour me mettre à leur tête. Mais aussi, il y a l'inspecteur, chef de district, donc celui qui gère la commune de Louga, avec qui aussi je travaille, et c'est pour ça que je peux dire que la charge n'est pas trop lourde. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses à faire, mais je le fais très bien. Je le fais aussi avec, en tout cas, l'appui et le soutien de tous mes pairs directeurs d'école. Donc vraiment, c'est ça. Bon, il y a une toute lourde responsabilité, mais avec l'appui de tout le monde, de l'IF et des directeurs d'école, même des collègues enseignants, vraiment ça se passe très bien. Bien. Monsieur Djogoma Ndiaye, merci d'être là. Vous pouvez également nous parler un peu de votre cursus avant d'occuper cette station que vous gérez en tant que directeur d'école de l'SOS Herman Mayner de Louga. Merci beaucoup, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier et vous féliciter de cette belle initiative. Remercier aussi mon ami et frère, le doyen Alioune Badara Sissoko,
un monument de l'école, qui a beaucoup fait pour l'école de la ville qu'il a vu naître. Dans ces remerciements, je vais confondre aussi la télévision Leral FM. Leral TV. Leral TV. Ouais. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de faire nous permet aussi aux enseignants que nous sommes d'avoir une vision globale sur l'école de manière générale. Surtout par rapport à l'école, particulièrement l'école de la commune de Louga. Je ne suis pas enseignant de formation, je suis enseignant d'adoption. Je suis entré dans ce beau métier au mois d'octobre 1983. J'ai rencontré le père de Moubarak-Lo, le père à son âme, et le vieux Ahmed Lo Ndiémé. C'est lui qui m'avait recruté en tant qu'enseignant pour venir aider au niveau de son école Manar El Ouda. J'ai fait 7 ans. En 1989, quand il était question de privatiser l'école SOS Herman Meynou de Louga, nous avait demandé, l'inspecteur Lam qui était là, nous avait demandé à l'époque de s'approcher de la direction de l'école pour éventuellement remplacer les enseignants du public qui étaient là-bas à l'époque. Voilà comment je suis arrivé à l'école SOS Herman Meynou, d'où j'ai fait 3 ans avant d'être affecté à l'école SOS Herman Meynou de Kaolack, toujours comme enseignant crayon en main. Je suis revenu à Louga en 1999. Pourquoi? Parce que ma famille était là. Ma famille n'a jamais voulu quitter Louga, cette ville que j'aime beaucoup. Et alors, je suis retourné dans cette école. Et jusqu'en 2015, j'ai été promu comme coordinateur de l'éducation de tout le programme SOS Village d'enfants de Louga. Toutes les questions éducatives relèvent de ma compétence. Au-delà de mes charges de directeur d'école, j'ai encore à voir tout ce qui se passe au niveau du programme en termes d'éducation. Je suis avec une équipe composée de 15 personnes. Nous travaillons d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour essayer de contribuer, n'est-ce pas, au relèvement de la qualité, au relèvement et au maintien de la qualité des enseignements apprentissages dans le département de Louga. Bien. Et comment se comporte l'école SOS Herman Meynou à Louga d'une façon très romancée? Alors il disait, Auguste Comte, on ne peut pas marcher et se voir marcher. Cette question, je la laisse aux autres, à ceux qui nous ont fait confiance, ou bien aux autorités scolaires qui nous observent, qui nous regardent faire. Mais nous, moi en tant que directeur, je ne peux pas juger, n'est-ce pas? Je ne peux pas me juger moi-même. Mais néanmoins, je voudrais en profiter aussi pour rendre un hommage mérité à tous mes collaborateurs, n'est-ce pas, qui travaillent sans réserve, qui se donnent entièrement. Parce qu'en fait, je pense que ceux qui nous suivent, ceux qui suivent l'évolution de notre école, n'est-ce pas, sachent que nous faisons quand même du très bon travail. Merci, tout à fait. Voilà. Félicitations. Merci. Alors nous allons continuer cette émission. Je rappelle que nos invités, il s'agit de M. Alioune Badara Cissokho, qui est complètement à ma gauche. Et à ma droite, nous avons M. Djokoma Ndiaye, le directeur d'école SOS Herman Meynou de Louga, qui sont les invités de Parlons Éducation. Alors, nous allons parler éducation, parler beaucoup de points sur l'éducation. Aujourd'hui, l'école sénégalaise est en crise depuis environ 3 mois. La crise
que vous constatez tout le monde, c'est vraiment la maladie du coronavirus qui impose sa loi partout à travers le monde, mais également au cœur du système éducatif sénégalais. Alors, après une première tentative d'ouverture des classes qui a été avortée, une deuxième tentative qui me semble aujourd'hui vraiment réussie vu la présence des enseignants, mais également la présence des écoles au niveau des élèves au niveau des écoles, donc qui me semble un peu réussi. Alors, est-ce que nous pouvez nous parler un peu sur les dispositifs pratiques qui ont été prises avant la réouverture du 25 juin passé pour les classes d'examen, M. Adoune Badara Sissoko? Voilà, donc tantôt vous parliez de crise. Effectivement, c'est une crise mondiale qui n'a pas aussi laissé en rade le Sénégal. Le Sénégal est dans la crise, comme tous les autres pays. Mais quand même, on a essayé de faire quelque chose. Parce qu'ailleurs, il y a des pays où les gens ont déjà abandonné pour reprendre certainement l'année prochaine. Mais ici, je pense que nous avons fait une première tentative qui a échoué du fait de quelques enseignants qui ont eu des problèmes, donc qui ont été testés positifs quelque part. Mais la deuxième reprise a été la bonne. Elle a été la bonne parce que depuis lors, touchons du bois, les gens sont en train de travailler. Et ça se passe en tout cas de la plus belle des manières. Mais cela, je crois que a été rendu possible grâce au protocole sanitaire qui a été mis en place. Et ce protocole s'articulait autour de quelques points. À savoir qu'avant la réouverture, on avait demandé de mettre en place au moins quelques dispositions pour permettre une bonne reprise. C'était quoi? C'était que d'abord il fallait mettre en place un comité de veille et d'alerte dans chaque école. Et ce comité devait être constitué d'éléments de la santé, de la communauté, mais aussi d'éléments de l'école. Aussi bien des représentants des élèves que des représentants des enseignants. Et je pense qu'au niveau de ça, certainement on y reviendra. Mais à part cela aussi, on devrait mettre en place un dispositif matériel. Chaque école devait disposer d'un thermoflash, de lave-mains, de masques, mais aussi de gel et de savon. Et je pense que tout cela a été mis en place. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que nous avons commencé à travailler et depuis lors aussi, il n'y a pas eu de problème. Donc pour dire que au niveau de Louga, en tout cas, le lieu que nous connaissons, que nous maîtrisons, ça se passe très bien. Et tout ceci que je viens d'énumérer existe. Dans chaque école, que les candidats soient nombreux ou moins nombreux, il y a au moins des lave-mains. Les gens aussi sont dotés de masques. Il y a des savons, il y a aussi du gel qui a été aussi mis en place pour permettre aux enseignants, aux élèves, même à la communauté qui fréquente l'école, en tout cas de prendre les mesures barrières qui sont nécessaires pour s'éloigner de la maladie. Et je pense que jusqu'à présent, tout se passe très bien. Donc comme je l'ai dit, alhamdulillah, nous entamons après la Tabaski les 3 dernières semaines. Et je pense que aussi on va prier pour que cela puisse continuer ainsi et qu'on termine en beauté et que rien en tout cas ne vienne à entraver ce que nous sommes en train de faire. Donc, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le protocole sanitaire est en train d'être respecté strictement au niveau de toutes les écoles du département ou bien dans la commune. Oui, donc le domaine que nous maîtrisons, c'est la commune. Et je pense que, à part 2 à 3 écoles qui, au départ, avaient des problèmes de problèmes d'eau, je pense que
tout était en place. Et ces écoles-là aussi ont vu leurs conditions améliorées. Parce que là où il n'y avait pas de point d'eau aussi, les gens se sont débrouillés, surtout au niveau de la mairie, pour mettre en place des points d'eau pour permettre aux enfants et aux enseignants et à la communauté de pouvoir entrer, fréquenter l'école, faire les études et rentrer tranquillement. Bien, je pense que, en tout cas à notre niveau, ni au niveau de l'IEF, nous n'avons reçu de plaintes de la part d'une école de la commune. Bien. Maintenant, c'est le domaine que nous maîtrisons, mais je pense que aussi, même ailleurs, dans le département, parce que je suis très fréquent, je suis en contact permanent avec l'IEF, on n'a pas encore signalé d'école où il y a des problèmes. Bien. Bien, merci. Monsieur Ndiaye, concernant des dispositions pratiques prises au niveau de chaque école pour respecter le protocole sanitaire, strictement au niveau de votre école, SOS Herman Manner, est-ce qu'en fait vraiment toutes ces dispositions ont été déjà mises sur place? Voilà, dès que le décret a été prononcé par le président de la République, nous avions pris un certain nombre de dispositions, non pas attendues, bien que nous remercions vivement les autorités scolaires de la commune. Pourquoi? Parce que par rapport aux orientations du ministère et aux directives, tout a été respecté. L'IEF de Louga a adopté une démarche inclusive par rapport aux établissements privés. Parce qu'en fait, on nous avait donné doté de matériel, comme on avait doté de matériel les écoles publiques. Vraiment, nos besoins ont été pris en compte, comme l'avait bien souhaité le ministre. Là aussi, je pense que par rapport à la démarche au niveau local, ça a été une démarche collective. Parce qu'au-delà des autorités déconcentrées, il y a aussi les autorités locales, les autorités territoriales. Je pense que de là, la lettre circulaire du ministre Omar Gueye avait été bien appliquée. Parce qu'en fait, en ce qui concerne les gels hydroalcooliques, le matériel, tout court, je pense que ça soit au niveau de la commune de Louga, au niveau du maire et au niveau du conseil départemental, il y a eu des réactions positives. Pour revenir spécifiquement à ce qui concerne l'école SOS Herman Moïno, vous savez, dans l'espace pédagogique, la sécurité compte beaucoup. Surtout en cette période de pandémie, où beaucoup de parents sont inquiets, voire même bouleversés. Dès le 18 mai, nous avions pris un certain nombre de mesures. D'abord, la mise en place d'un matériel suffisant pour respecter effectivement, strictement et scrupuleusement le protocole sanitaire. Parce que vous n'ignorez pas que l'inquiétude des parents d'élèves se situe surtout à ce niveau. Nos écoles sont fréquentées par des enfants qui sont même hors de Louga. Nous avons des enfants qui nous viennent de partout. Donc, quand ces enfants se retrouvent, or que depuis un trimestre, ils ne s'étaient plus revus, vous voyez l'inquiétude, n'est-ce pas, que cela pourrait générer. Donc là, nous avions pris toutes les mesures sur le plan matériel. Nous avons aussi fait plusieurs rencontres, comme l'a si bien dit le président du collège tout à l'heure, par rapport à la mise, non seulement nous avons mis sur pied le comité de veille et d'alerte, mais aussi les membres de ce comité ont été formés. En ce qui concerne mon école, presque tous les matins, il y a 2 ou 3, tous les matins, chaque matin, qui passent, qui entrent dans les classes, parce qu'en fait, le protocole, c'est sur 2 aspects. Il y a le protocole sanitaire, avec le dispositif de lave-main, la mise à disposition des gels hydroalcooliques, le port systématique du masque, mais aussi il y a le protocole pédagogique. Par exemple, la distanciation physique à l'intérieur des classes. Ça aussi, le comité de veille et d'alerte y veille. Moi-même aussi, j'y veille. Parce que tous les matins,
à 7h30, c'est vrai que bien que l'heure de démarrage des cours c'est 9h, mais déjà à 7h30, les élèves commencent à arriver. Nous avons mis en interne aussi, nous avons mis en place en interne un comité de santé, composé d'enseignants, c'est eux-mêmes qui prennent les températures, n'est-ce pas, quand les enfants arrivent. Donc, beaucoup de parents qui nous rendent visite, parce que même pour les visiteurs externes, nous avons ouvert un registre. Nous avons ouvert un registre. Chaque visiteur externe, il y a une prise de température. On prend aussi l'adresse et le numéro de téléphone, n'est-ce pas? La température est mentionnée dans un registre. N'est-ce pas? Tous les jours, ce comité de santé, avec moi, n'est-ce pas, fait le point du jour. Tous les jours. On fait le point du jour par rapport aux visites, par rapport aux problèmes rencontrés. Mais heureusement, Dieu merci, n'est-ce pas, depuis que nous avons commencé, n'ont pas encore rencontré de difficultés majeures, n'est-ce pas, surtout par rapport à la situation sanitaire des enfants. Donc, par conséquent, il faut remercier les acteurs. Il faut remercier les acteurs, n'est-ce pas, ceux qui sont chargés d'appliquer ce protocole, parce que si les enseignants aussi n'avaient pas adhéré, si, comment dirais-je, le quartier, si la communauté n'avait pas adhéré aussi à ce projet, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais Dieu merci, n'est-ce pas, toutes les orientations du ministère, n'est-ce pas, ont été suivies et respectées, n'est-ce pas, par les établissements scolaires et la communauté, n'est-ce pas. Ce qui nous a valu, n'est-ce pas, des résultats. Bon, il est très tôt. Il est très tôt, n'est-ce pas, de crier victoire, parce que la pandémie est encore là. Mais nous continuons quand même à sensibiliser, n'est-ce pas? Nous continuons à en parler, n'est-ce pas? Au-delà même de l'espace pédagogique, n'est-ce pas? Nous continuons aussi de sensibiliser les parents d'élèves, n'est-ce pas? À travers des plateformes, n'est-ce pas, que nous avions mis en place pour le suivi et accompagnement des élèves des classes intermédiaires, n'est-ce pas? À travers ces plateformes aussi, les sensibilisations continuent. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Doyen Sissoko, par rapport toujours aux dispositions pratiques, nous venons tout à l'heure, Doyen Ndiaye l'a dit tout à l'heure, par rapport il a tantôt remercié les acteurs du système éducatif. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que sur les dispositifs avant le redémarrage, tous les acteurs ont été impliqués dans cette mise en œuvre pour une démarche inclusive? Donc, comme il vient de le dire, je pense que avant que les cours ne reprennent, je crois que aussi bien dans la première date qui était prévue pour redémarrer, qui avait échoué, le 2 juin, mais aussi pour la deuxième reprise, il y a eu des réunions que l'IF, en son temps, avait convoquées pour que l'on puisse discuter et partager. En tout cas, tout ce dispositif-là, tout ce qu'il fallait faire pour que les cours puissent reprendre de façon normale. Donc, personne n'a été laissé en rade. Pourquoi, comme il l'a dit, c'était d'une façon inclusive. Tout le monde a été impliqué. Aussi bien la communauté, les écoles, le personnel, les élèves, les autorités académiques, les autorités locales. Tout le monde y a mis donc du sien. Chacun a été informé, et bien informé. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je crois qu'avec la venue du ministre, qui est venu aussi apporter son matériel, il a trouvé sur place, en tout cas, beaucoup de matériel déjà acheté et mis en place par le niveau aussi ici, au niveau de la mairie, mais aussi au niveau du conseil départemental. C'est ce qui fait que on n'a pas senti de problème. Et que je pourrais même dire que avec la mairie de Louga, on a même pu aider d'autres mairies, en tout cas rurales. Parce que en matière de lave-mains, on en avait reçu beaucoup. Et certaines écoles qui n'en disposaient pas au niveau du département sont venues même en tout cas utiliser
les lave-mains que la mairie nous avait en tout cas donné. Ce qui veut dire que il y a non seulement eux qui, mais les gens aussi se sont accordés. On a senti en tout cas la teranga sénégalaise faire son chemin. Donc pour dire que donc, tout le monde en tout cas s'y est mis. Les gens sont en train de tout faire pour que cette rentrée, que cette nouvelle rentrée donc, puisse réussir. Et je pense que nous sommes sur le bon rail. Prions afin que l'on puisse terminer en tout cas ce que nous sommes en train de faire. Mais je pense que, comme l'a dit Diogomaye, on ne s'est même pas arrêté aux dispositions ou bien aux kits sanitaires que le ministère nous avait demandé de mettre en place. Mais même sur le plan du quartier, nous, Diogomaye est là, au niveau du quartier que c'est le Est par exemple, les gens ont créé une autre structure qui travaille depuis lors sur la sensibilisation au niveau du foirail, on a été là-bas, mais aussi au niveau du quartier, pour toujours éveiller la conscience des gens sur la gravité de cette maladie, cette pandémie, qui certainement n'est pas tellement connue des populations, mais il est de notre rôle, il est de notre devoir de les conscientiser pour que chacun prenne ses distances. Je crois que ceci existe, c'est fait, et nous ne nous limitons pas à ça. Chaque fois que des gens parlent de sensibilisation, de lutte, nous y sommes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on doit laisser à l'école. Mais avant d'être enseignant, on est d'abord citoyen de cette ville, on est habitant de cette ville. Donc tout ce que l'on fait pour que la pandémie ne prenne pas, en tout cas, chemin, bien, ne prenne pas place ici au niveau de notre ville, nous le ferons. Bien, merci. Donc, c'est pour dire que donc, ça ne se limite même pas à l'école, mais même dans le quartier, dans la ville, on est dans ces groupes de personnes qui sont là et qui participent en tout cas à la sensibilisation. Merci beaucoup, doyen. En tout cas, il faut toujours continuer dans ce dynamisme, dans cette dynamique, toujours continuer à sensibiliser parce que, comme l'on dit, la maladie est toujours là. Donc, il faut continuer toujours à sensibiliser les individus, à respecter les mesures barrières, mais également les distanciations sociales. Monsieur Ndiaye, le 25 juin était la date de la réouverture des classes. Aujourd'hui, nous sommes le 28, si je ne me trompe pas. Voilà, donc déjà, nous avons déjà fait un mois, juste après la reprise du Covid-19, des classes Covid-19. Alors, si aujourd'hui, vous devez faire un bilan à mi-parcours, tout à l'heure, tu l'as dit, ce n'est pas très tôt de crier victoire parce que nous sommes presque à quelques mois encore, à quelques jours des examens du CFE qui est programmé le 20 août prochain et pour le 2 septembre pour le baccalauréat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez par exemple faire un bilan à mi-parcours du premier mois après la reprise? Bon, faire un bilan, ce serait quand même un peu prétentieux de ma part. En fait, je crois qu'on peut faire un point de situation. Bien sûr. N'est-ce pas, par rapport à ce que nous avons vécu du 25 à maintenant. En tout cas, si nous prenons le protocole sanitaire, parce qu'en fait, le problème, il est sanitaire, il n'est pas pédagogique. Depuis que nous avons démarré jusqu'à maintenant, on n'a pas rencontré de difficultés majeures. Il n'y a pas eu de cas suspects, n'est-ce pas, signalés, n'est-ce pas. L'application du protocole sanitaire se fait correctement, n'est-ce pas, par les enseignants ou bien les membres du comité de veille. Donc, sur cet aspect précis, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais je voudrais aussi inciter les uns et les autres à continuer davantage sur cette... Mais au-delà même de la fermeture des écoles, continuer encore à sensibiliser, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, comme le disent les autorités sanitaires, le virus ne se déplace pas. C'est nous
c'est nous qui déplaçons le virus. Donc, je disais à mes élèves, lors de la première ouverture, n'est-ce pas, du 2 juin, parce que le 2 juin, j'avais enregistré 28 élèves. Et 28 élèves qui s'étaient présentés à l'école le 2 juin. Il y avait aussi une bonne partie du personnel pédagogique, tout le personnel pédagogique qui était dans la commune de Louga, c'était aussi présenté, n'est-ce pas? Mais les autres, n'est-ce pas, qui étaient dans les autres départements, avaient des problèmes de déplacement. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu se présenter, n'est-ce pas, le 2 juin. Mais je leur disais que la première mesure barrière, c'était le fait de rester à la maison. Restez chez vous. Même si vous avez quelque chose à faire dehors, restez chez vous. Voilà. Et je leur disais ça. Mais sur le plan sanitaire, vraiment, je pense qu'on peut remercier encore le ciel. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, la victoire est loin d'être gagnée. Sur le plan pédagogique aussi, il y a une réorganisation. Parce que vous savez, en fait, dans le respect du protocole pédagogique, avec le maximum de 20 élèves par classe, là aussi, il fallait trouver d'autres enseignants qui n'étaient pas des maîtres du CM, pour prendre les autres classes. Là, nous avons tenu des rencontres, n'est-ce pas, de stabilisation, des rencontres d'information, des rencontres de partage, n'est-ce pas, surtout par rapport aux planifications et aux emplois de temps dont nous disposions, pour une bonne prise en charge aussi des élèves dans le respect, n'est-ce pas, des programmes en vigueur et aussi des planifications élaborées, n'est-ce pas, au niveau de l'établissement. Sur ce plan aussi, vraiment, il n'y a pas eu de problème particulier. Les enseignements apprentissages se déroulent normalement. Et d'ailleurs, nous avons fait 2 évaluations en interne, n'est-ce pas, 2 essais, n'est-ce pas, avec le format examen. Vraiment, et nous avons eu quand même des résultats assez satisfaisants, n'est-ce pas. Nous allons continuer sur cette lancée d'ici la fin. J'aurais même entendu qu'il y aurait une première évaluation à l'échelle départementale. N'est-ce pas? Nous l'attendons, n'est-ce pas? Ça ne fera que du bien, n'est-ce pas, pour les élèves qui sont restés plus de 2 trimestres à la maison. Vous voyez, ça a été difficile. La reprise a été difficile pour eux. Voilà, c'est des enfants, vous savez. Bon, donc il fallait être là, n'est-ce pas, pour reprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas. Et je profite de ce plateau pour féliciter mes collaborateurs directs, mais aussi pour féliciter, n'est-ce pas, tous les enseignants qui ont accepté de se sacrifier. Vous savez, notre métier, c'est un sacerdoce. C'est une sorte d'œuvre angélique, n'est-ce pas? C'est pas donné à n'importe qui d'être enseignant. Donc, si Dieu a fait que nous faisons partie, n'est-ce pas, de ce corps de métier, n'est-ce pas, nous devons aussi beaucoup remercier le ciel, n'est-ce pas, et continuer aussi à se donner. Parce qu'enseigner, c'est faire don de soi. Donc ceux qui le font, même si vous n'avez pas, comment dirais-je, si vous n'avez pas des honneurs, n'est-ce pas, même si vous ne recevez pas des félicitations, des décorations, n'est-ce pas, faites votre métier correctement, Dieu vous le revaudra. Voilà, donc là aussi, je voudrais lancer aussi cet appel à l'endroit de nos collègues enseignants qui vraiment se sacrifient nuit et jour, n'est-ce pas, pour la perfection, n'est-ce pas, pour l'amélioration, n'est-ce pas, qualitatif et quantitatif, n'est-ce pas. Et pour sauver l'école sénégalaise. Et pour sauver l'école sénégalaise, n'est-ce pas. Il y a de l'espoir. Oui. Il y a des militants de l'école qui sont là, l'IF, n'est-ce pas, le CODEC, n'est-ce pas, à travers ses démembrements, n'est-ce pas, l'Académie de Louga. Je pense qu'il y a encore de l'espoir pour cette école. Prions, croisons nos doigts pour que vraiment que tout ça puisse vraiment se réaliser, pour que nos rêves puissent se réaliser. Doyen Sissoko, parlez-nous un peu de l'évaluation du premier mois des apprentissages, parce qu'un mois déjà d'apprentissage, il faut maintenant procéder à une évaluation. Voilà, donc je pense que comme M. Diogomay vient de le dire,
Je pense qu'on peut mettre ça sous plusieurs angles. D'abord sur l'angle sanitaire. Je pense qu'au départ, on avait sorti une circulaire, je crois que c'était la circulaire du monsieur le ministre, pour demander aux enseignants qui souffraient de pathologie, et de la même manière aussi aux élèves, de ne pas prendre le risque d'être au niveau du lieu de travail. Et je crois que ces enseignants-là, bon, certainement ils ne sont pas nombreux, mais il y a des écoles qui en ont eu. Au niveau de mon école déjà, il y a 2 enseignants qui n'ont pas fait le déplacement parce qu'ils souffrent de pathologie. Il y avait même des élèves qui étaient dans le cas. Mais vous savez, avec notre effectif aussi, nous nous sommes réorganisés. Et je pense que ces absences-là, on ne les a même pas senties. Tellement que les équipes pédagogiques aussi sont soudées et que chacun pourrait remplacer son camarade. Ce qui fait que, bon, avec nos absences, nous les avons surmontées. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles, c'est de braves dames qui vraiment se sont retroussées les manches pour venir mettre la main à la pâte. Et aujourd'hui, je crois que le travail se passe très bien. Ce que je pourrais même ajouter par rapport à ça, c'est qu'il y avait des parents qui étaient un peu traumatisés à l'entente du virus. Ils n'étaient plus eux-mêmes et ils avaient retenu leurs enfants. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, je crois que même dans la semaine-là, j'ai vu des élèves revenir. Parce que certainement, les parents sont maintenant rassurés que ce n'est pas des élèves qu'on nous lance comme ça et que nous aussi que nous mettons dans les classes dans certaines conditions. Il est vrai que c'est difficile, mais chaque jour, en tant que directeur, je suis le premier à l'école. Je suis là-bas à 7 heures. Même si on vient à 9 heures, je suis là-bas à 7 heures pour prendre le thermoflash, ouvrir les classes, mettre en place les lave-mains et attendre les premiers élèves. Parce que les élèves, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'ils vont venir. Il y en a qui viennent tôt, il y en a qui viennent tard. Mais quand même, je n'ai jamais voulu que des élèves viennent avant moi et que le dispositif ne soit pas respecté. C'est pourquoi, très tôt le matin, je suis le premier là-bas, je commence le travail et quand les gens préposés à ce travail arrivent, je leur laisse le soin de continuer et moi je m'occupe d'autres choses. Bon, maintenant, ça c'était dans le domaine sanitaire. On n'a pas eu de cas jusqu'à présent, heureusement, alhamdulillah. Il y a eu quand même des fois des élèves qui parce que souffraient de maux de tête, de température un peu élevée, etc. Mais ça aussi, on gérait ça parce qu'on est à côté d'un poste de santé et l'ICP aussi étant la présidente du comité et souvent donc à soit l'oreille ou bien les yeux au niveau de l'école pour tout cas suspect qui pourrait en tout cas intervenir. Maintenant, pour le reste de travail, je crois que le travail aussi, on n'a pas eu de pression. Dès le départ, l'IF nous a dit que chaque école était libre de faire sa planification, de mettre en place sa propre stratégie. Comment continuer les enseignements apprentissages. Donc ça diffère d'une école à une autre. Il y a des écoles où un maître est choisi ou 2 pour gérer un groupe. Il y a des écoles où les enseignants, en tout cas qui ont un certain bagage en français, assurent les cours de français, certains assurent les cours de maths et les autres prennent en compte ce qui reste. Mais on n'a pas, en tout cas, on ne nous a pas mis de pression pour nous dire que voilà ce que vous devez faire. Et je pense que cela se passe jusqu'à présent très bien. Comme il l'a dit, je crois que comme lui, mon école aussi, nous sommes à 2 essais que nous avons fait et nous avons vu aussi, malgré le retard que les élèves ont accusé, je pense même que, en tout cas pour moi, ce que j'ai vu, l'évolution de cette année est meilleure chez moi que celle de l'année dernière. Pour vous dire que les élèves sont en train de venir. Certainement, maintenant,
il y a des différences parce que ce qu'on faisait l'année dernière et cette année c'est pas la même chose. D'autant plus que c'est la pandémie qui a fait que maintenant chaque école maintenant prend soin de voir la stratégie, sa propre stratégie pour mettre en place des enseignements apprentissages. Ce qui fait que donc aujourd'hui les gens ont moins de problèmes, on n'a pas de pression, le travail, normalement ça se passe bien. Et que moi-même, j'interviens des fois pour faire le point, bien pour éclairer des fois quand je sens que ici il y a des problèmes. Mais c'est une équipe pédagogique qui est là, interchangeable et vraiment disposée à continuer le travail. Et partout ailleurs, comme dans mon école ou bien dans l'autre école, la majorité c'est des dames. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec leurs enfants, avec la famille, etc., on aurait pu avoir des problèmes. Mais c'est des gens qui se sont bien préparés et qui sont prêts à faire le combat. Heureusement, alhamdoulilah, ça se passe bien. Et je pense que si nous continuons comme ça et que Dieu nous prête aussi vie et beaucoup d'attention, je pense que nous pourrons peut-être terminer les 3 semaines qui vont nous rester d'ici l'examen. Mais en tout cas, on peut rassurer les parents, on peut rassurer le corps de contrôle pour dire que au niveau des écoles, les gens sont en train d'abattre un travail de fourmi, du travail vraiment de qualité est en train de se faire. Et que chacun s'y mette, même les directeurs interviennent pour des fois suppléer certains enseignants, parce que aussi ça ne manque pas. Les gens sont en période d'hivernage, on peut rapidement tomber malade, de par les autres, mais quand il y a cela, il n'y a pas de problème. Les gens sont là pour, en tout cas, compenser, pour suppléer, pour que le travail puisse continuer à bon escient. Bien. Donc nous allons parler un peu le point concernant sur la préparation des examens du CFE. Le CFE, bientôt ce sera le 20 août et pour le baccalauréat le 2 septembre. Alors un élève qui doit aller à l'examen, il doit être outillé de bagages pédagogiques. Normalement, en temps normal, pour que l'élève soit beaucoup plus outillé, ça posait problème. Mais cette année, avec cette crise donc, qui a déjà pris un peu sur le quantum horaire, alors il y avait également aussi la grève des enseignants qui a également impacté un peu sur les enseignements. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui les parents peuvent être un peu, ne pas être inquiets en fait du résultat qui pourrait donc s'opérer au niveau de leurs enfants? Alors, je ne sais pas, déjà il y avait une initiative prise par l'inspecteur de l'éducation en collaboration avec l'IA, donc des cours à domicile. Est-ce que cela tout simplement suffisait pour vraiment accompagner les élèves dans les enseignements apprentissages? Bon, je pense que, comme vous l'avez dit, je pense que beaucoup d'initiatives ont été mises en branle pour aider les enseignants, les enfants à surmonter leur handicap, c'est-à-dire les 3 mois pendant lesquels ils sont restés à la maison sans rien faire. Et ça s'est passé des émissions à la radio comme vous l'avez organisé, des émissions à la télé au niveau de Dakar. Même aussi au niveau local aussi, on avait donc une émission qui passait sur le net, qui appuyait certainement, qui aidait les enfants à se sortir en tout cas de cette léthargie dans laquelle ils étaient plongés. Mais cela ne saurait suffire, parce que remplacer l'enseignant, ce n'est pas facile. On aura beau inventer, prendre des machines, mettre des films, etc. La présence de l'enseignant est indispensable pour, en tout cas, les enseignements apprentissages. C'est ce qui a fait que, par rapport à tout cela, en tout cas, le ministère a pris ses responsabilités pour que l'on puisse redémarrer, pour que l'on puisse continuer les enseignements apprentissages au niveau des classes. Et que là,
que le maître soit en face des élèves pour continuer le travail, parce que c'est ainsi que les enfants ont appris à étudier. Et c'est ainsi qu'on devrait aussi terminer. L'autre chose, la télévision, la radio, ça vient en appoint. Et ça, c'est pour certainement renforcer. Donc, ce renforcement, nous le prenons aussi avec beaucoup de joie. Parce que c'est important aussi que les enseignants puissent être aidés des fois par d'autres pairs qui sont au niveau des radios ou bien au niveau des télévisions pour amener en tout cas... Maintenant, vous savez même que le format a changé. Parce qu'au départ, c'était des leçons, mais maintenant, c'est des exercices de renforcement qui sont faits. Parce qu'ils savent maintenant que les enseignements d'apprentissage, c'est dans les classes avec les maîtres. Maintenant, au niveau des radios, au niveau des télévisions, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre de renforcement. Donc je pense que aussi, nous, au niveau des écoles, les maîtres travaillent, on fait des évaluations, on remarque des problèmes, mais aussi c'est le moment de faire de la remédiation. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de remédiation que nous sommes en train de faire. Car c'est avec cette remédiation que de nombreux problèmes peuvent être dissipés. Et ça, je pense que, aussi bien dans mon école que dans les autres écoles, les gens sont en train de le faire. Parce que cette pandémie-là va installer certainement quelque chose au niveau de ce pays, sur tous les plans. Aussi bien au niveau de l'éducation que dans les autres. Maintenant, au niveau de l'éducation, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Donc, les vidéoconférences que les inspecteurs sont en train de faire avec les directeurs, etc. Mais je crois que c'est comme ça l'avenir. Parce que le fait de convoquer les gens tout le temps dans des lieux, de les réunir, etc., on peut faire ce même travail et rester dans son lieu de, dans son lieu de travail. Les écoles, les directeurs peuvent se réunir avec les inspecteurs, mais étant dans leur bureau. Et je pense que ça, il s'agit simplement de mettre en place une application au niveau de nos télévisions, de nos portables, etc., pour pouvoir faire ce travail. Et je pense que c'est là où les gens maintenant doivent aller. C'est que tout le monde maintenant est forcé de faire l'informatique. Rendez-vous donné sur la nouvelle technique de l'information. L'info, voilà. Ouais. Si les gens ne sont pas dotés de connaissances en informatique, ce sera la catastrophe. Parce que c'est là où l'on va. Donc il faut maintenant, dès à présent, que tous les enseignants puissent s'y mettre pour, en tout cas, être au moins initiés à l'outil informatique pour pouvoir demain mieux travailler. Est-ce qu'aujourd'hui les candidats du CFE sont prêts pour les examens? Voilà, donc dire tout c'est prêt, toujours c'est très ambitieux, mais quand même, on est presque prêt. On ne veut pas dire que nous sommes prêts, mais on est presque prêt. Déjà, je crois que l'essentiel est en place. Le retard qu'on avait accusé par rapport aux évaluations que nous avons faites, nous avons vu que ça s'est aplati. Donc, ce qui reste, c'est de mettre la dernière main, de faire beaucoup de remédiation pour régler les points sombres et d'être vraiment au point pour que le jour du 20, que tout le monde soit prêt. Il est vrai que aussi tous les élèves ne peuvent pas passer, tous les élèves ne peuvent pas être performants, mais on est sûr au moins que la moitié des élèves, ou bien même les 3/4 des élèves, sont aujourd'hui en position de pouvoir affronter les examens à venir. Merci beaucoup, doyen. Monsieur Ndiaye, pensez-vous aujourd'hui, avec tous les problèmes que l'école a subis, aujourd'hui que des candidats vraiment sont prêts, sont fin prêts pour les examens de l'entrée en 6e par rapport à la préparation? Bon, je voudrais juste, avant d'aborder cet aspect, et ensuite saluer les nombreuses initiatives prises par les autorités scolaires de ce pays. Pour accompagner les enfants dès le début de la pandémie.
initiatives mises en œuvre par vous, par les radios, les télévisions de la place, n'est-ce pas, ainsi de suite, qui sans relâche n'ont rien laissé pour au moins maintenir le niveau des enfants restés à la maison. Parce qu'en fait, remplacer l'enseignant, comme il l'a dit, serait extrêmement difficile. Mais néanmoins, il y a eu des palliatifs. Avec la crise nous a enseigné une nouvelle méthode, une nouvelle approche, avec l'utilisation, bien sûr, de l'outil informatique. Je pense qu'on va vers ça. Il faudrait qu'au niveau des écoles, parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, que les CGE, que les collectivités locales appuient les écoles pour une dotation d'ordinateurs. Pour que les enseignants, parce que certains enseignants aussi, éprouvent des difficultés à manipuler l'outil informatique. Comme on organise des séances de renforcement de capacité pour les enseignements-apprentissages, qu'on organise des séances d'initiation. Parce qu'en fait, à ma connaissance, au niveau de l'IF de Louga, il y a FAL, qui est très outillé, n'est-ce pas? Et je peux même dire qu'il est expert en la matière. Je pense qu'il reste tout simplement à élaborer un plan d'action qui intégrerait, n'est-ce pas, tous les établissements de la commune, n'est-ce pas, pour que les enseignants que nous sommes, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, maîtriser l'outil informatique, n'est-ce pas, pour une amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Bon, dire que nous sommes fin prêts, parce que je l'ai dit dans mon propos, que les élèves sont restés pendant un trimestre à la maison. Et là, on ne peut pas poursuivre les acquisitions. Ce que nous faisions, c'est tout simplement renforcer, n'est-ce pas, les apprentissages antérieurs. Mais néanmoins, les équipes pédagogiques s'y sont, n'est-ce pas, ils travaillent d'arrache-pied. Les élèves vraiment sont suivis. Il y a même certains élèves qui sont suivis au-delà des heures normales. Donc, uniquement pour les préparer tous, n'est-ce pas, à l'évaluation finale, n'est-ce pas, qui est le CFE. Donc, en tout cas, nous y sommes, les enseignants 600, n'est-ce pas, nous continuons la préparation pour qu'encore le département de Louga soit parmi les premiers, n'est-ce pas, départements en termes de résultats au niveau national. Donc, je crois qu'il faut encore féliciter l'engagement, n'est-ce pas, de ces enseignants. C'est vrai, ils le font par devoir, mais aussi ils le font bien. Et tout travail mérite quand même appréciation. Et nous apprécions positivement ce qu'ils sont en train de faire. Il faut les voir le matin à 7h30 déjà. Ils sont à l'école, installent le matériel, prennent les températures, font le tour des classes, n'est-ce pas, appuient les maîtres titulaires des classes, n'est-ce pas, aux corrections d'exercices. Je crois que ça, c'est à saluer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Alors, nous allons toujours rester dans le point de la préparation des examens. Nous savons en fait que les examens, ce n'est pas tout simplement les enseignements, apprentissages au niveau des classes, mais il y a également des épreuves d'éducation physique. Nous savons aujourd'hui au niveau des écoles que la situation pour l'instant vraiment est maîtrisée avec le respect du protocole sanitaire. Pour les épreuves d'éducation physique, c'est également une autre activité que les élèves doivent faire. Est-ce que c'est le même protocole sanitaire qu'on va exiger pour les épreuves d'éducation physique et sportive? Donc, quelles sont les dispositions à prendre pour les éducations physiques et sportives? Voilà, je pense que, comme vous venez de le dire, l'éducation physique et sportive, pendant quelques temps, avait eu des problèmes. Parce que dans un premier temps, on avait dit que c'était même enlevé.
de l'examen, au niveau du bac, au niveau du BFM, etc., etc. Mais les gens sont revenus pour dire que c'est une discipline enseignée à l'école et qui doit être aussi évaluée au même titre que les autres disciplines. Et ce qui a fait que l'éducation physique est revenue et a occupé sa place au niveau de l'examen du CFA. Donc, tout ce qui est nécessaire pour les enseignements apprentissages, tout ce protocole-là sera aussi mis en place au niveau de ces commissions. D'ailleurs, maintenant, il y a eu même un changement notoire, parce qu'avant, tous les élèves se rassemblaient au niveau des stades Water pour passer pendant une semaine ou bien quelques jours les épreuves physiques. Maintenant, cette année, c'est le contraire. Dans chaque centre, dans chaque école qui est centre d'examen et qui reçoit des élèves, il sera organisé des séances ou bien des épreuves d'éducation physique et sportive. Donc, ce qui veut dire qu'on aura moins de monde, mais aussi un espace qui va permettre le règlement ou bien le respect des mesures qui ont été éditées par le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale. C'est-à-dire la distanciation sociale, le port de masque, les gels, etc. Tout ce qui est nécessaire pour là-bas le sera pour ici. Donc, ce sera à partir du 5 août et du 6, donc dès que les gens reviendront de la Tabaski, on va s'y mettre. Et que d'ailleurs, une réunion a été organisée avec tous les chefs de centre pour voir les modalités d'organisation. Je pense que Diogama était là-bas. Il va encore certainement dire plus que moi, parce qu'il maîtrise plus que moi ce domaine. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que toutes les mesures seront prises pour que les élèves fassent ces épreuves sans problème et sans risque. Bien. Merci. Merci beaucoup, M. Diogomay. Nous allons vous redonner la parole pour pouvoir bien nous éclairer un peu sur donc les mesures qui ont été prises pour l'organisation de ces examens d'éducation physique et sportive. Voilà, donc le lundi passé, tous les directeurs d'école, chefs de centre, ont été convoqués au niveau de l'IF pour leur expliquer un peu, n'est-ce pas, ce qu'on attend d'eux par rapport aux épreuves physiques du CFA, qui bien sûr auront lieu les 5 et 6. Pour éviter les regroupements cette année, les épreuves se dérouleront dans les centres d'examen, dans chaque centre. Alors, là, les dispositions restent les mêmes. Il faut que le protocole sanitaire soit aussi strictement... Et là aussi, j'invite les équipes pédagogiques des écoles qui sont retenues comme centre aussi d'aider ceux qui sont choisis, n'est-ce pas, pour évaluer les élèves, n'est-ce pas, aux épreuves physiques. Surtout pour le respect de certaines dispositions. Surtout par rapport au port du masque et ensuite à la distanciation physique. D'installer très tôt, n'est-ce pas, le dispositif de lavement, cela aussi me semble important. La mise en place du matériel, de ne pas les laisser comme ça, mais de les aider, n'est-ce pas, de faire comme une fusion, n'est-ce pas, quand nos élèves venaient à l'école. Et je crois que cet appel sera entendu, parce qu'en fait, nous n'avons que des enseignants responsables. Donc là aussi, c'est vrai qu'au-delà de l'école, il faudrait aussi que les parents nous aident un peu surtout au respect des mesures barrières. Il ne faut pas que ce respect-là soit uniquement au niveau de l'espace scolaire. Mais il faudrait aussi au niveau des maisons familiales, que sur le chemin de l'école, n'est-ce pas, que vraiment ces mesures soient respectées. Parce que cela rentre, n'est-ce pas, ça règle, n'est-ce pas, une partie de leur préoccupation qui est
la sécurité de leurs enfants. Bien. N'est-ce pas? Donc je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire tout simplement, n'est-ce pas, c'est de veiller, n'est-ce pas, surtout pour les chefs de centre, n'est-ce pas, à l'application stricte, n'est-ce pas, des mesures barrières. Bien. Quelles sont les activités qui seront pratiquées parce qu'il paraît qu'il y a eu des changements. Voilà, cette année, n'est-ce pas, il n'y a que 2 activités qui sont retenues. C'est la course de... course de vitesse. C'est la course de vitesse, n'est-ce pas? Le lancer, n'est-ce pas, n'est pas retenu. N'est pas retenu cette année, n'est-ce pas? Et le saut en hauteur. Il y a la course de vitesse et le saut en longueur. Le saut en longueur, n'est-ce pas? Donc voilà les 2 activités qui sont retenues cette année. Pourquoi la lancée de précision n'est pas retenue? La lancée de précision, je ne suis pas un spécialiste des activités physiques et sportives. Pour éviter le contact du ballon. Avec le ballon, certainement. Avec le ballon, n'est-ce pas? Le ballon qui peut être touché par plusieurs candidats. Je crois que ça doit être ça. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, il y a certains, tout de suite au début, quand j'entrais dans les classes, je disais aux élèves de ne pas emprunter des silos. Que chacun vienne au moins, n'est-ce pas, avec 2 ou 3 silos. De ne pas éviter, n'est-ce pas, d'emprunter non seulement le silo, mais le tui, quoi, le matériel scolaire, parce que souvent ils empruntent des gommes, des crayons par-ci par-là. Bon, ça c'est des choses vraiment. Voilà, ça peut être une source, n'est-ce pas, de transmission de la maladie. Effectivement, c'est pas facile, hein? C'est toujours compliqué. Bon, mais quand même, nous allons essayer de prier, toujours prions pour que vraiment le virus ne soit pas au sein du système éducatif. Vraiment, jusque-là, on touche vraiment du bois. Hein? Donc, on remercie le bon Dieu. Et maintenant, pour pouvoir régler tous ces problèmes, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un bon fonctionnement des comités d'alerte, de veille et d'alerte au niveau des écoles. Tout à l'heure, M. Ndiaye, je pense que dès le début de notre émission, vous avez dit que en fait, la façon dont vous vous comportez au sein de votre école, donc pour le fonctionnement des comités de veille et d'alerte au niveau de votre école, il doit ainsi se faire. Est-ce que en fait, ce même comportement adopté par le directeur doyen Ndiaye, c'est le même comportement qui se fait sentir au niveau de toutes les écoles? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un bon fonctionnement du comité de veille et d'alerte au niveau de toutes les écoles? Bon, donc, si aujourd'hui, au niveau de l'école Hermann Meyner, je pense que le comité fonctionne de façon normale, c'est tout à fait le contraire au niveau des écoles publiques. Du fait que, depuis que nous avons installé ces comités, je pense qu'on s'est réunis 2 fois au niveau de notre coin. Mais les gens ne sont venus que les premiers jours. Depuis, c'est les membres de l'école qui sont là-bas et qui assurent ce travail-là. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à l'ICP, qui est en même temps présidente du comité, pour lui dire que ces membres qui ont été choisis doivent de temps en temps passer à l'école. Parce qu'il est de leur rôle de pouvoir venir, pouvoir voir, observer et certainement prendre des mesures si certains problèmes se posent. Mais je vous dis qu'au niveau du comité, au niveau du public, je pense qu'il y a des problèmes. Parce que moi, j'ai même visité quelques écoles, mais là-bas aussi, je ne sais pas si c'est le moment où je suis venu qui a fait que je n'ai pas vu ces gens-là, mais je n'ai pas trouvé aussi, ni dans les écoles que j'ai visitées, des membres du comité qui n'étaient pas des éléments de l'école. Donc ça aussi, c'est le moment de lancer un appel à ces gens-là, de leur demander de venir, parce que c'est leur école. On parle maintenant de l'école de la communauté. Tout ce qui se fait là-bas, nous le faisons pour eux.
c'est la communauté. L'école ne changera jamais, ne s'envolera jamais de l'école que ce Louga Est pour aller à Djémène ou bien ailleurs, mais l'école restera toujours là-bas. Et c'est des parents de ce quartier-là qui auront leurs enfants toujours là-bas. Donc, si des gens sont là-bas, affectés là-bas, qui travaillent, qui sont à leur disposition pour aider leurs enfants à, en tout cas, acquérir des connaissances, je crois qu'il est de leur devoir, eux aussi, de venir, de voir ce qui se passe au niveau de l'école. Et quand on a mis en place un comité, ce n'est pas pour rien. C'est pour que les gens puissent venir. Comme l'a dit tout de suite Diogomaye, de temps en temps, entrer dans les classes, continuer la sensibilisation, parce qu'on doit faire attention. Aujourd'hui, le virus est revenu à Kébémer. Mais Kébémer, c'est à Koki. Aujourd'hui, au moment où je parle, on a signalé un cas à Koki. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le virus qui avait quitté Louga revient. Donc les gens doivent redoubler de vigilance et d'attention pour qu'on soit quand même exempt de certaines choses. Et cela, il appartient à la communauté, à ses parents, d'être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus vigilants et de se rapprocher de leurs écoles. Parce que c'est là-bas où sont leurs enfants. Et que tous, si nous nous y mettons, je crois qu'on pourra être sauvés. Mais si on veut laisser simplement l'école aux enseignants, ça ne marchera pas. Et effectivement, il y a un problème parce que, comme tu viens de le dire, il y a certaines écoles où le comité de veille et d'alerte ne fonctionne pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité est au courant qu'il y a quelque part problème? Est-ce qu'ils sont informés à cette situation? Bon, voilà, parce que eux aussi, ils demandent souvent qu'on leur fasse des rapports. Des rapports. Des rapports hebdomadaires. On doit même aller jusqu'à faire des rapports hebdomadaires parce que chaque semaine, on est tenu de dire comment l'école a fonctionné. Parce que nous sommes en période exceptionnelle. Maintenant, il faut que les gens mettent dans ce rapport que des comités sont en train de sommeiller. Il n'y a plus de veille, il n'y a plus d'alerte. Sinon que cela est laissé à l'appréciation des membres de la communauté scolaire uniquement. Et je crois que là aussi, il appartient aussi aux responsables des écoles, aux directeurs, d'aller parler au président de ce comité. Parce qu'il faut, comme l'a dit Diogomaye, on ne doit pas tout attendre de l'État, de l'inspection, etc. Nous avons notre rôle à jouer. Il faut qu'on aille voir ces gens-là. Ils ont été choisis bénévolement, personne ne les a forcés, donc ils doivent revenir. Donc quand cela aussi est noté, il faut que les directeurs retournent au niveau de ces comités, demandent à ce que l'on convoque une réunion pour recadrer, pour leur dire qu'il nous reste 3 semaines et qu'on voudrait que ce comité soit un vrai comité de veille. Et qu'il ne soit pas un comité qui somnole, mais que ça soit un comité qui veille et qui alerte. Parce que le danger n'est pas loin de nous. Il est permanent. Il est permanent et il existe. Maintenant, c'est que nos problèmes au niveau des écoles, c'est qu'on dirait que c'est seulement à l'école où ces mesures barrières sont connues. À la maison, c'est la catastrophe. Parce que le constat, ce qui le montre, c'est que quand les élèves viennent, c'est à la porte de l'école qu'on les voit mettre leur masque, qui dormaient dans leur sac. À l'école, parce que nous, on n'accepte pas aussi qu'un élève vienne sans masque. Ils sont là, à la récréation, à la sortie. Dès qu'ils sortent de l'école, certainement, ils vont remettre leur masque dans leur sac et continuer. Alors que ça, c'est un travail qui devait être laissé aux parents et à la communauté. Nous avons convoqué 2 réunions avec tous les parents d'élèves de CM2. Et nous leur avons dit, voilà le protocole. Il y a quelque chose qui est réservé à la maison, à la rue, à l'école, en classe, à la sortie, etc. jusqu'au retour à l'école. Et nous, si nous faisons ce qui est notre devoir, ailleurs je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore au point. Donc il appartient maintenant à cette population d'être conscientisée
et d'être consciente que la maladie est là. Elle existe. Ce n'est pas de la politique. On ne peut pas faire de la politique avec des morts, des milliers de morts, des centaines de mille de morts. Vous dites que c'est de la politique. Ce n'est pas de la politique. C'est une réalité. Les gens meurent. Des gens, n'importe quel gens, des gens nantis, des gens pauvres, des gens, tout le monde, des femmes, des enfants, même des enfants meurent maintenant. Donc ce qui veut dire que c'est extrêmement grave et que nous ne devons laisser aucune faille. Sinon, ce sera la catastrophe. Et la catastrophe n'épargnera personne. Merci beaucoup, doyen. Doyen Sissoko, doyen Ndiaye, doyen Sissoko l'a dit, vous, en tant qu'école privée, vous avez reçu quelque chose que les écoles publiques n'ont pas reçu. Quels sont vos secrets ou bien quels conseils donnez-vous aux écoles publiques pour vraiment la mise en marche ou bien pour vraiment le fonctionnement de ces comités de veille et d'alerte? Bon, peut-être il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, si vous donnez des orientations, ou bien si vous donnez des ordres, il faut être le premier parmi ceux qui doivent les exécuter. Mais si vous venez en retard, si vous venez après les heures de travail, il vous sera extrêmement difficile de faire travailler vos collaborateurs. Et ça, j'invite aussi nos collègues, n'est-ce pas, à davantage communiquer. Parce que si vous rompez la communication, vous rompez beaucoup de choses. À communiquer davantage avec leurs collègues, avec l'équipe pédagogique. Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe, ce n'est pas un travail individuel. Parce que si on vous laisse uniquement avec votre direction, vous allez échouer. Mais si vous parvenez, n'est-ce pas, dans une approche, n'est-ce pas, collective, dans une approche communicative, n'est-ce pas, à faire participer tout le monde, certainement vous allez réussir votre mission. Il l'a dit, moi je ne cesse de rappeler. Je prends mon téléphone, je les appelle, n'est-ce pas. Ah, l'école là, c'est votre école. Ce n'est plus l'école du directeur. Ce n'est plus l'école des parents d'élèves. Ce n'est plus l'école des élèves, mais c'est l'école de la communauté. Donc, par conséquent, tout ce qui se fait ici doit vous concerner. N'est-ce pas? Il faut être là. Et Dieu merci, les gens viennent. Et parfois même ceux qui ne viennent pas nous appellent au téléphone, n'est-ce pas, pour s'informer, n'est-ce pas, de ce qui se passe. Les systèmes d'organisation aussi me semblent importants. Parce que quand un visiteur passe à l'école, un parent d'élève qui vient s'enquêter de la situation de son parent, n'est-ce pas, sa température est prise, n'est-ce pas, on l'exige à se laver les mains à l'entrée, parce qu'il y a une équipe qui est là. On l'exige à se laver les mains à l'entrée de l'école, n'est-ce pas, il y a un registre, n'est-ce pas. Alors, eux, vraiment, ils nous félicitent. Les parents d'élèves nous félicitent, n'est-ce pas, sur ce système d'organisation. Nous ne le faisons pas pour nous. Mais nous le faisons pour la sécurité des enfants, nous le faisons pour l'école. Donc, j'invite tout simplement mes collaborateurs aussi, pas à s'inspirer, n'est-ce pas, de ce que nous faisons, mais à ne pas rompre la communication entre eux et les acteurs. Parce en fait, on le dit, n'est-ce pas, il y a un proverbe wolof qui le dit, n'est-ce pas, aussi. Donc là aussi c'est important. Les gens sont sensibles à ça, n'est-ce pas? Quand tu me dis que tu fais partie, n'est-ce pas, par un coup de fil, n'est-ce pas, ou bien le fait même d'envoyer quelqu'un auprès d'eux, oui, ça vraiment, ça les ragaille, n'est-ce pas? Ça leur montre que, n'est-ce pas, c'est des parties prenantes et facilement, n'est-ce pas, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les faire participer, n'est-ce pas, dans ce que vous faites. Et uniquement et exclusivement pour l'intérêt de l'école. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Mouché Ndiaye de nous éclairer un peu et de donner un peu les stratégies que vous avez pour le bon fonctionnement des comités de veille et d'alerte au niveau des écoles. Alors, doyen Sissoko, nous allons parler un peu de la prise en charge des classes intermédiaires. C'est vrai qu'en fait, la Covid-19 est là, donc il a bloqué tout le système éducatif. Aujourd'hui,
il fallait trouver une situation palliative pour les élèves qui sont en classe d'examen, mais les élèves qui sont dans les classes intermédiaires, jusque-là, me semble-t-il que sont laissés un peu en rade, donc on n'a pas parlé de ces élèves-là, de l'avenir de ces élèves-là. Voilà, donc qu'en est-il exactement? Que doivent faire les élèves qui sont en classe d'examen, est-ce qu'ils sont en classe intermédiaire? D'accord, merci Monsieur Diallo. Oui. Je pense que vous avez touché du doigt un point très important. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au CM2 sont presque un peu à l'aise parce qu'il ne leur reste que plus qu'un peu de temps. Mais le calvaire, c'est ceux qui sont encore à la maison. Ces élèves de CI jusqu'au CM1 qui, au moment où l'on parle, entament presque leur 5e mois de vacances. Donc, ce qui veut dire que pour eux, c'est un grand problème. Bon, il est vrai que on s'est soucié des candidats aux différents examens, mais néanmoins, le ministère aussi est en train de penser à ces gens qui sont laissés en rade. D'ailleurs, il y a un programme comme celui que vous avez piloté au niveau des radios et des télés qui va incessamment être mis en œuvre. Bon, parce que eux aussi, on ne doit pas les laisser comme ça jusqu'au mois de novembre. Pour dire que novembre-décembre, on va peut-être renforcer et les laisser passer à partir de janvier vers une nouvelle classe. Je crois que là aussi, ce serait beaucoup de difficultés. Bon, donc le ministère a parlé d'émissions radio et télé qui seront organisées pour les prendre en charge. Mais aujourd'hui, ici même au niveau de Louga, je pense que fondamentalement, avec l'IF, l'inspecteur Ba, on est en train de mettre en place un dispositif qui va prendre en charge, pour le moment, dans un premier temps, les élèves de CM1. Parce que c'est des gens aussi qui, si on y prend garde, vont créer de nouveaux problèmes l'année prochaine. Parce que c'est des gens qui n'ont travaillé que jusqu'au mois de mars. Et pour aller au CM2, il faut avoir un certain bagage. Il y a un minimum de connaissances à acquérir pour aller au CM2. Et dans ce cadre maintenant, au niveau de l'EF, on est en train de travailler sur un guide dans lequel on va mettre, en tout cas, l'essentiel de ce qu'il faut connaître, bien ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut maîtriser par les élèves de CM1 pour aller au CM2. Nous avons choisi, nous avons les TDR, l'inspecteur est en train de les réécrire. Nous avons choisi aussi les équipes, les gens qui vont faire ce travail. C'est des enseignants, c'est des directeurs d'école, c'est tout le monde. Et on a lancé le travail. Les gens sont en train de s'organiser en équipe pour pouvoir mettre en place ce guide. Et ce guide-là sera destiné à chaque élève de CM1 pour le moment. Et chaque enseignant. Pour au moins acquérir un certain bagage minimum pour pouvoir aller au CM1. Alors, on s'est dit que si ce guide est déjà terminé, il est fait, si nous le mettons à disposition des élèves et des enseignants, le travail de renforcement se fera plus facilement. Et je crois que ce travail est en train d'être fait. Nous avons tout mis en place, les TDR, même l'organigramme, les échéances et tout ce qu'il nous faut pour que ce travail-là puisse se terminer et que les élèves puissent en bénéficier. Et maintenant, ce travail-là va constituer 2 phases. Il y aura du travail à la maison, mais aussi il y aura du travail à l'école. Donc, de ce fait, on va impliquer aussi les parents. Donc, ici, au niveau de l'école, il y a des choses que le maître va faire. À la maison, il y a des choses que l'élève va faire.
Et au retour, on va corriger et renforcer avec des exercices. Parce que maintenant, c'est exceptionnel et pendant une période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc c'est ainsi que nous avons commencé à faire ce travail-là. Et après maintenant, il y aura aussi quelque chose qui sera fait pour ces autres élèves, de CI, de CP, de CE1 et de CE2. Mais on s'est dit que pour les élèves de CI, CP et CE1, ce n'est pas un problème parce qu'ils ont encore les uns 5 ans, d'autres 4 ans, d'autres 3 ans pour peut-être se rattraper. Mais pour les élèves de CM1, si on ne fait pas attention, ils n'auront pas ce temps-là. Les élèves de C2, même chose, ils n'auront que pratiquement 1 an et quelques. Et ça, si on ne les accompagne pas convenablement, ils risquent de traîner beaucoup de lacunes. Donc ce travail-là, en tout cas ce travail-là, est en train d'être fait au niveau de Louga. Et pour cela aussi, pour cette réussite, nous avons aussi besoin de partenaires, comme la mairie, comme d'autres personnes qui sont au niveau de Louga ou bien ailleurs même. En tout cas, on a besoin de partenaires parce que ce travail-là va non seulement demander du papier, mais aussi de l'encre, mais aussi ces gens qui font ce travail bénévolement aussi. On ne les paye pas, mais quand même il faudra les accompagner pour qu'ils soient en tout cas beaucoup plus motivés. En tout cas, ceci est en train d'être fait au niveau de l'IEF de Louga. Et je pense que l'initiative est venue non seulement de l'inspecteur Ba, mais aussi à trouver aussi l'accord du supérieur, M. Sek, qui vraiment, depuis qu'il est là, aussi montre beaucoup de dispositions à faire ce travail. Donc Youssou, pour le moment, on est là. Donc la première chose à faire, c'est les élèves de CM1 qui n'auront que quelques mois pour faire l'examen de CM2 de l'année prochaine. Donc ces gens-là, on va tout faire pour les accompagner, pour mieux les accompagner, pour qu'ils puissent terminer le programme de CM1, le minimum qu'il faut savoir, avant de se lancer au niveau du CM2, peut-être en janvier de l'an 2021. Bien. Doyen, vous avez quelques... Bon, on ne peut rien ajouter par rapport à ce que vient de dire Sissoko. Mais sinon, solliciter encore l'accompagnement des autorités territoriales. Parce que ce que nous faisons, ce que l'IEF envisage de faire, c'est pour les élèves du département de Louga. Bien sûr. Ça demande des moyens. Peut-être l'expertise technique est là. L'IEF va s'engager. Les enseignants vont s'engager. Les directeurs d'école vont s'engager. Et en ce qui concerne les ressources, en ce qui concerne la mise à disposition des moyens, là vraiment, nous leur lançons un appel. Nous leur demandons de venir nous accompagner, n'est-ce pas, dans ce projet de l'école du département de Louga. N'est-ce pas? Cela aussi me semble quand même important, n'est-ce pas? Aux enseignants, je demande un engagement, pas de sacrifice. Parce que quand on parle de sacrifice, ça pose problème. Mais il faudrait que les gens s'engagent, n'est-ce pas, à accompagner ces projets éducatifs, à accompagner ces initiatives, n'est-ce pas, de l'IEF. Parce qu'en fait, l'IEF peut se dire que, bon, voilà, donc, débrouillez-vous, n'est-ce pas, faites ceci ou bien faites cela. Mais, n'est-ce pas, pour tous les départs, n'est-ce pas, il est au début. Cela aussi est à saluer, nous le disons tout le temps, n'est-ce pas? Cela aussi est à encourager, n'est-ce pas? Et nous sommes dans ce projet, n'est-ce pas? Nous ferons de sorte que, n'est-ce pas, ce projet voit le jour, n'est-ce pas, pour l'intérêt, n'est-ce pas, des enfants du département de Louga. Et nous allons ratisser large, n'est-ce pas? On ne va pas se limiter uniquement au conseil départemental ou bien à la mairie de Louga. Mais toutes les mairies du département sont sollicitées, n'est-ce pas? Parce que la cible, n'est-ce pas, ce sont les élèves du département de Louga. Donc, monsieur le maire, à vos marques. Merci. Merci beaucoup pour l'appel à nos autorités. Doyen Cicero, pour le passage des classes intermédiaires, comment se fait le passage pour ces classes, des classes intermédiaires? Y a-t-il des critères pour le passage, ou bien le passage se fera par proposition? Bon,
Vous savez qu'il y avait dans les temps, on avait l'habitude de faire des propositions pour deux classes uniquement. C'était des classes de CP et de CE2. Parce que c'était ces deux seules classes qui avaient en tout cas le droit au redoublement. Mais à un certain pourcentage quand même. Le redoublement, je crois que c'était 5% de l'effectif qui devait redoubler. Donc le reste, CI, C1, CM1, c'était un passage automatique. Personne ne devait être laissé en rade. Maintenant, cette année, je crois que, vu aussi ce qui s'est passé, pour ces classes-là, on a même dit de faire passer tous les élèves qui ont jusqu'à 4,50 de moyenne. Ceux qui ont jusqu'à 4,50 de moyenne, on les fait passer. Maintenant, les autres, donc, quand on dit faites passer 4,5, donc ceux qui n'en ont pas, donc je crois qu'ils doivent subir le redoublement, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, maintenant, pour les autres classes aussi, je crois que c'était le passage comme ça, automatique. Mais je pense que des dispositions aussi, ou bien certaines spécificités, feront que pour certaines classes, par exemple pour le CM1, où tout le monde doit passer, que l'on s'arrête un peu pour voir par rapport à cette année ce qui s'est passé, de ne pas aussi laisser tout le monde aller. Parce que laisser tout le monde aller aussi, c'est promouvoir en tout cas l'échec. Quoi que c'est vrai, si c'était une année normale, on aurait dit tout le monde passe. Parce que là-bas, tout a été fait. Ceux qui n'ont pas peut-être eu la moyenne, peut-être auraient pu ou bien pourraient se rattraper au niveau du CM2. Mais cette année, je crois que c'est différent. Je crois qu'il y a certaines classes où l'autorité dira, le moment venu, que voilà ce qu'il faudrait faire. Parce que aussi, il ne vaut absolument rien de laisser passer tout le monde. Si on sait que l'année prochaine, ce sera aussi catastrophique. L'échec. Je crois que c'est ainsi. Mais les classes de C1, de CI, de CM1, c'était des passages automatiques. Maintenant, les deux classes de CP et CM1, pardon, C2, on a dit que laisser passer les élèves qui, pour l'évaluation du premier trimestre, avaient jusqu'à une moyenne de 4,50. Même il y a eu des temps où on disait de laisser la latitude au maître de voir. Parce qu'il y a des élèves qui, au premier trimestre, ne pouvaient pas avoir 4,50. Mais on sentait que ces élèves-là pourraient revenir. Et quand ces élèves-là n'ont pas une moyenne de 4,5 et peuvent revenir si tout s'était passé normalement, je crois qu'il vaudrait mieux permettre à ces enfants-là de pouvoir passer. Déjà, je crois que ça aussi, c'est quelque chose, certainement que le ministère ne voudrait pas sortir comme ça et laisser peut-être l'appréciation au niveau des autres, des académies et des IF, pour voir aussi ce qu'on pourrait faire effectivement. Parce qu'aujourd'hui, cette année, je pense que tout ce qui a été mis en place ne pourra pas fonctionner comme ça devait se faire. Merci pour ces éclaircissements. Nous allons aborder le dernier point de notre émission. Alors c'est un point, aujourd'hui c'est un point pour l'actualité, parce que c'est vrai que école publique, école privée, quel que soit le contexte, ce sont des écoles sénégalaises, mais nous savons, dans cette période de crise scolaire, les écoles privées vraiment ont vécu une situation très difficile. Alors nous avons ici à Louga une école dénommée Léon Gontran Thomas, vraiment qui vraiment s'est exprimée sur cette situation de crise. Donc situation qui a mis les parents d'élèves et comment dirais-je, les acteurs du système éducatif dans des difficultés, parce que les exiger à payer les mensualités que les élèves n'ont pas été à l'école, ça a vraiment posé des polémiques au niveau de la commune. Alors, monsieur Ndiaye, vous, en tant que directeur d'une école privée, comment vous avez vécu cette situation de crise, Bon, difficilement. Moi, je pense que
école publique, école privée, on peut uniquement parler d'école. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons une mission de service public. C'est-à-dire ce que l'État devrait faire, n'est-ce pas? Nous le faisons. Nous contribuons au relèvement du TBS. Donc, par conséquent, et puis il n'y a pas de ministère privé. Il y a la division de l'enseignement privé qui est logée, n'est-ce pas, au ministère de l'Éducation nationale. C'est un immeuble à plusieurs étages. Et quand on dit privé, quand on parle de privé, le privé, c'est celui qui fait des bénéfices. Mais nous, vu nos charges, nous ne faisons pas de bénéfices. Nous payons régulièrement les salaires. Nous cotisons, je vous parle des charges sociales. Nous payons régulièrement aussi les charges sociales. Nous versons à l'IPRES. Nous cotisons à la Caisse de sécurité sociale. N'est-ce pas? L'IPM fonctionne correctement. À l'heure où je vous parle. Vous n'avez pas de location à payer, vous avez de l'électricité, de l'eau à payer, tout ça? On paye l'eau, on paye l'électricité. La facture d'électricité à l'école élémentaire Herman Meyne, c'est un peu moins de 300 000 par bimestre. La facture d'eau, tenez-vous bien, la facture d'eau à l'école, c'est un peu moins de 250 000 francs mensuellement. Sur une masse salariale de 3 millions et quelques, pour le dernier mois, quand le comptable m'a fait la situation, au mois de mars, il avait encaissé 109 000 francs au mois de mars. Et alors, il fallait payer des salaires, il fallait payer des charges sociales. Et jusqu'au moment où je vous parle, le programme de Louga ne doit aucun rang à ses collaborateurs. Comment vous avez fait? Vous avez des raccourcis ou bien vous avez d'autres sources de revenus? Raccourcis, bon, nous sommes une organisation sérieuse, tout simplement, qui respecte ses engagements vis-à-vis de l'État et de ses collaborateurs. Nous sommes quand même soutenus par des bailleurs. Est-ce que l'État vous appuie? Oui, l'État nous appuie, l'État donne une subvention annuelle au niveau de l'école pour 5 535 000. Ça, c'est annuel. C'est ce que l'État donne annuellement. Et d'ailleurs, il faut encore remercier l'État. Pourquoi? Parce que même ces subventions annuelles sont actuellement libérées. Maintenant, ce qui reste, c'est le partage du milliard de l'État aux 2400 écoles privées. Parce que j'avais entendu le ministre dire que les écoles reconnues, c'est-à-dire les écoles qui respectent la législation de ce pays, les écoles reconnues, les écoles qui sont autorisées, parce qu'il faut avoir une autorisation d'ouverture. Et maintenant, si vous respectez, si vous payez régulièrement les salaires, selon la convention collective, vous versez régulièrement les charges sociales, là on vient, n'est-ce pas, maintenant pour vous donner une reconnaissance. Ce sont ces écoles reconnues maintenant qui bénéficient des subventions de l'État. Il y a des écoles reconnues, mais il y a des écoles autorisées qui sont là de 2000 et quelques. Il y a eu 1500 et quelques demandes au niveau national par rapport aux écoles impactées par le Covid. Sur ces 1500 et quelques demandes, il y a 1400 et quelques qui se partagent 1 milliard. 1400 et quelques se partagent 1 milliard. Faites la division. Je pense que c'est pas fameux. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai entendu hier à la télé des enseignants privés de Dakar aussi, qui réclament leur part du fonds de résilience. Je crois que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais nous, à l'école SOS, vraiment, j'en profite pour remercier l'Association nationale et ses villages d'enfants, le bureau national, qu'à ce jour, vraiment, nous touchons du bois, nous ne devons rien à personne. Mais n'empêche, il y a eu un débat. Il y a eu un débat qui s'est posé. Et j'ai même entendu des voix s'élever pour dire que des plaintes allaient être déposées contre les déclarants responsables qui réclameraient de l'argent, n'est-ce pas, aux parents d'élèves dont les enfants n'avaient pas déjà effectué, dont les services n'avaient pas déjà été effectués.
Bon, moi je crois que ce débat-là est un débat... Ce débat aurait pu ne pas se poser comme ça. On aurait pu vraiment développer une autre stratégie, n'est-ce pas, en communiquant, en convoquant les parents d'élèves, parce que nous sommes des partenaires. Ceux qui sont dans les écoles dites privées, n'est-ce pas, c'est d'anciens enseignants, c'est d'anciens proviseurs de lycée, n'est-ce pas. Donc, on peut privilégier là la concertation, n'est-ce pas, et trouver une solution à l'amiable pour l'intérêt exclusif de l'école, n'est-ce pas, et de nos enfants. Voilà. Mais vraiment, il y a eu un débat qu'il faut regretter, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Mais je crois que cela aussi, on pouvait l'éviter, n'est-ce pas. Voilà. Et là, ce que je conseille aux déclarants responsables, c'est de privilégier la concertation, n'est-ce pas, de privilégier la communication, n'est-ce pas. Parce que ceux qui ont confiance en toi, en te confiant ce qu'il a de plus cher, son enfant, je pense que vous pouvez toujours vous entendre, n'est-ce pas. En vous parlant, n'est-ce pas, en communiquant, vous pouvez toujours trouver un terrain, n'est-ce pas. Au lieu de parler de plainte, là vraiment, l'école, il n'y a pas de plainte. L'école, il n'y a pas de plainte à la place de l'école. Donc les plaintes, c'est ailleurs, n'est-ce pas. Les plaintes, c'est pour les malfrats, n'est-ce pas. Mais les plaintes, ce n'est pas pour les éducateurs. La plainte, ce n'est pas pour l'éducation, n'est-ce pas. La plainte, c'est ailleurs. Voilà. Donc là aussi, vraiment, je les invite, n'est-ce pas, à favoriser la concertation, la communication, comme je l'ai dit tantôt. Mais effectivement, les problèmes sont réels et les problèmes existent, n'est-ce pas. Mais nous continuons à sensibiliser les parents d'élèves. Nous leur demandons aussi de comprendre. C'est des engagements, n'est-ce pas. Ils avaient pris des engagements au début de l'année, n'est-ce pas. Donc, de nous rencontrer, n'est-ce pas, d'échanger avec les élèves de CM2. Bon, là, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, il y a des parents qui payent, il y a des parents même qui payent annuellement. Et pourtant, qui ne viennent pas réclamer leur dû. Donc, je pense que nous sommes des partenaires, n'est-ce pas. Nous avions conclu un contrat, n'est-ce pas. Il y a eu la pandémie, n'est-ce pas. Personne ne s'y attendait. Cela est arrivé, n'est-ce pas. Donc, gérons cette pandémie n'est-ce pas, de manière consensuelle pour trouver des solutions, n'est-ce pas, pour l'intérêt de l'école, n'est-ce pas. Cela aussi me semble important, n'est-ce pas, au lieu de vraiment de tenir des propos déplacés à travers les sociaux, n'est-ce pas, on peut trouver d'autres solutions. Mais nous lançons aussi toujours un appel à l'État, n'est-ce pas, de penser aux enseignants, n'est-ce pas, qui sont dans les écoles privées. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, des enseignants qui sont dans des écoles privées sont venus me parler. Depuis mars, ils ne reçoivent plus le traitement, n'est-ce pas. Donc ça aussi c'est des problèmes. Ce n'est pas la mauvaise volonté des déclarants, n'est-ce pas, parce que pour les déclarants, les seules ressources, n'est-ce pas, viennent des scolarités que payent les parents d'élèves, n'est-ce pas. Donc si les parents ne payent plus, vous voyez ce que cela... Ça va impacter sur le salaire. Ça va impacter sur le salaire, n'est-ce pas. Ça va impacter sur la famille de l'enseignant et ça va impacter sur le système, n'est-ce pas. Voilà, donc par conséquent, si l'État peut encore faire un geste, n'est-ce pas, à l'endroit, n'est-ce pas, des enseignants, n'est-ce pas, exclusivement des enseignants, comme ça a été fait avec les chauffeurs, n'est-ce pas, comme ça a été fait avec les immigrés, n'est-ce pas, comme ça a été fait avec d'autres couches sociales, je pense qu'aussi on pourrait faire de même aussi avec les enseignants. Et là aussi, j'interpelle les autorités scolaires, n'est-ce pas, l'IA, n'est-ce pas, l'IF, n'est-ce pas, que véritablement, n'est-ce pas, les enseignants sont impactés, n'est-ce pas, par la pandémie du Covid. Merci beaucoup, doyen Ndiaye. Doyen Sissoko. Mais je voudrais juste aussi réagir. Et par rapport à la question que vous avez posée, par rapport à la gestion des classes intermédiaires, je pense que là aussi, bon, surtout, bon, d'abord par rapport à l'examen, le CFE, les épreuves du CFE se dérouleront dans les centres. Mais pourquoi aussi ne pas mettre dans les centres des commissions de correction, comme ça se faisait à l'époque. Voilà, mettre des commissions de correction dans les centres. Par là aussi, ça pourrait nous faire éviter le contact. Effectivement. Voilà, des commissions de correction, n'est-ce pas, dans les centres. Ce serait vraiment une bonne chose. Alors, là, on parle par rapport aux élèves des classes intermédiaires, du rattrapage institutionnel qui démarrerait vers le 12 novembre, au mois de novembre. Moi, je pense qu'on pourrait prolonger l'année scolaire jusqu'au mois de janvier. Parce que déjà, nous sommes au mois d'août. Et les 2 mois là, novembre et décembre,
ajouter juillet-août. Possible. Ajouter juillet-août, je pense que ça aussi, ça peut être une proposition. Parce que c'est vrai, hein, il y a les textes, 5% de passage, 4,5% de moyenne, pour passer en classe supérieure, mais aussi il y a autre chose. Si on y prend garde, on risque d'avoir des générations Covid. D'ici 20 ans, n'est-ce pas, certains seront ciblés pour... Ah, ça c'est de la génération Covid. Ça c'est sûr. Voilà. Donc pour éviter cette génération Covid, je pense qu'il faut ramener le débat à la base et écouter tout le monde. Voilà, nous avons notre mot à dire par rapport à... Nous sommes des acteurs de l'école. Nous sommes dans le système, nous sommes dans le... C'est vrai que nous dirigeons des équipes pédagogiques, mais nous enseignons dans les classes. Nous savons ce qui se passe. Nous connaissons les niveaux des enfants. Voilà, les parents sont inquiets. Voilà, il faut associer tout le monde, y aller avec une démarche communautaire. Je pense que revoir un peu, n'est-ce pas, le découpage de l'année, ce serait quand même une bonne chose, n'est-ce pas, pour que tout le monde en profite, n'est-ce pas, pour rassurer aussi davantage les parents, n'est-ce pas, pour que les inquiétudes et les... Voilà. Je pense que ça a été toujours un combat, le combat des syndicats d'enseignants depuis le début, je pense que le début de la première réouverture, donc les syndicats ont posé ce point sur la table de négociation pour revoir un peu le découpage de l'année scolaire, mais espérons que donc, les autorités vont se ressaisir et puis prendre en charge donc, cette question. Alors, doyen Sissoko, par rapport au problème que vivent les écoles privées, alors quel est votre point de vue? Voilà, merci. Je pense que je ne vais pas peut-être aller très loin dans ce problème parce que c'est un problème que je ne maîtrise pas bien. Heureusement que Diomaye est là pour nous en parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que, comme il a dit au début de son propos, je pense qu'il n'y a pas d'enfants bien d'élèves privés. C'est des élèves de la nation. Donc, maintenant, il y a les cadres qui diffèrent. Et là-bas, c'est le public pris en charge entièrement par l'État. Là, c'est des privés ou de 15 personnes vraiment outillées, bien, qui ont l'intention en tout cas de mettre la main à la pâte pour le développement de ce pays, qui se sont regroupés pour mettre en place ces écoles. Donc, ce qui veut dire que c'est des écoles à plusieurs fortunes. Les fortunes sont diverses. Il y a des... Maintenant, là aussi se pose le problème d'organisation. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que aussi la pandémie a surpris tout le monde. Personne ne s'était préparé à cette situation. Donc ce qui veut dire que quand c'est venu comme ça, c'est à surpris tout le monde. Les problèmes ont vite surgi chez certains. Mais par exemple, par d'autres, chez d'autres, il y avait une telle organisation qu'ils étaient assurés que quel que soit, même si la subvention de l'État ne vient pas, ils pourraient s'en sortir. Maintenant, ça, ce qui est valable pour ces gens-là, ne l'est pas pour les autres. Donc, ce qui veut dire que l'État aussi doit, comme il l'a fait avec tout le monde, parce que pas mal qu'hier, j'ai entendu les bergers, je ne sais pas, nomades et autres là, sont maintenant ont été dénombrés, on les a constitués et on est en train de leur donner leur part de ce budget. Donc, ce qui veut dire que là aussi, il faudra faire des efforts pour renforcer ce qu'on a donné aux écoles privées. Parce que comme je viens de l'entendre, moi je ne savais pas qu'il y avait autant d'écoles privées dans ce pays. 2000 écoles, c'est vraiment c'est trop. Leur distribuer 1 milliard, c'est peut-être donner à chacun 1 million. Donc 1 million, je crois que pour une école qui a des charges de personnel, des charges de paiement d'eau, etc. Donc c'est peu. Donc ce qui veut dire que l'État doit encore renforcer l'aide au niveau de ces écoles. Parce que, comme il l'a dit, leurs résultats impactent sur le taux de scolarité, sur les résultats que nous aurons. C'est des écoles qui relèvent en général le taux de réussite au niveau du département ou bien de la commune. Parce
que nous avons 3 écoles privées de grandes qui relèvent le taux au niveau de Louga. Je ne vais pas les citer, mais tout le monde les connaît. Donc ces gens-là aussi ont besoin d'être accompagnés. L'État accompagne, mais il doit encore faire beaucoup plus d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, chacun est en train de demander sa part. Comme s'il y avait quelque chose. Mais il faudrait aussi qu'on puisse faire la part des choses. Ce qui s'agit autour de l'école ne sont pas les mêmes que ceux qui chantent ou bien qui osons le dire. Il y a des choses qu'il faut aussi essayer de dire de façon audible pour que chacun puisse l'entendre. Il gère des enfants. Ces enfants sont les enfants de ce pays. Leurs résultats, ou bien ceux qui sont en train d'apprendre, va impacter soit positivement ou négativement sur en tout cas le résultat que le Sénégal va déclarer à la fin de chaque année. Merci beaucoup. Ces gens, il faut les aider. Merci. Bon, je crois qu'il a parlé un peu aussi de... Il y a un nouveau format pour la correction. Certainement, je l'ai visité quelque part dans le groupe là, on nous a envoyé un format. Et je pense que ce qui se faisait sera différent de ce qui va se faire cette année. Maintenant, comment on va le faire? Je ne sais pas. Mais je sais que ça va changer. Il y aura un petit changement. Bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Sissoko. Nous venons d'épuiser les points qui étaient inscrits dans notre débat. Alors, quels sont vos derniers mots? Voilà, le dernier mot, c'est d'abord rendre un hommage particulier et mérité aujourd'hui à l'inspecteur Sakuragé, qui vient d'être promu comme directeur de l'INEFJA. Donc, c'est l'Institut national de formation des jeunes agriculteurs. C'est quelqu'un vraiment qui s'est bien donné, qui s'est beaucoup donné au niveau de l'inspection d'académie, au niveau aussi de ce pays. Donc, en tout cas, nous prions que Dieu l'accompagne et que ça soit donc une porte de réussite pour lui, pour sa famille et pour toutes ses connaissances. Maintenant, se remercier aussi mon chef hiérarchique. D'abord, l'IF7. Avant l'IF7, donc notre IF ici, M. Ba, qui est le chef du district de la commune de Louga, l'inspecteur Sec, toute l'équipe de l'IDEL, de l'IF de Louga, tous les inspecteurs, tout le personnel qui est là-bas. Maintenant, il y a aussi le secrétaire général et tous ses collaborateurs qui sont aussi des gens qui se donnent nuit de jour pour que l'école sénégalaise aille de l'avant. Ces gens aussi, nous ne les oublions pas. Nous saluons aussi ces braves enseignants et enseignantes qui aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les risques qui pèsent sur nous tous, sont actuellement en train de faire d'abord un travail vraiment important. Remercier aussi les directeurs d'école qui aussi sont en train d'accompagner le processus, mais aussi les élèves, vraiment c'est parce que c'est une période difficile, c'est une période pendant laquelle ils n'avaient pas l'habitude de venir à l'école, c'était soit au champ ou bien en vacances, etc. Donc, le fait de les revoir, de les reprendre et de voir combien ils sont engagés, vraiment, nous ne faisons que les remercier. Remercier aussi les parents qui ont aussi accepté, parce qu'ils pouvaient ne pas accepter. Ils ont accepté aujourd'hui de nous donner leurs enfants, mais quand même, on les félicite, mais on leur demande aussi d'être encore beaucoup plus vigilants et de se rapprocher encore davantage des enseignants, de leur parler, d'échanger pour que l'on puisse arriver à bon port. Maintenant, ce qui reste, c'est simplement peut-être saluer nos familles, nos époux, nos parents, nos mamans, nos papas et toutes nos connaissances. Car aujourd'hui, si je suis ici devant ce plateau-là, c'est grâce à ces directeurs d'école, c'est grâce à ces enseignants, c'est grâce à ce personnel de l'IF et de l'IA pour lesquels je ne cesse de recevoir des félicitations, des conseils et autres. Mais aussi, ne jamais oublier You, le grand You, celui qui vraiment est à la porte, et au début de toutes ces initiatives. Il est toujours prêt
à s'engager pour la cause de l'école. Vraiment, on vous remercie infiniment. On remercie aussi ceux qui ont mis en place cette télé qui permettent Leral TV, qui permettent aux locataires aussi, en tout cas, de donner leur point de vue par rapport aux situations qui se posent. Et terminer enfin par mon ami et frère Diomaye, qui vraiment, lorsque je l'ai appelé hier, a dit vraiment il était prêt pour venir nous accompagner dans cette émission-là. C'est un homme extrêmement disponible. Sa gentillesse dépasse même l'entendement. Et il est toujours prêt pour ce qui, non seulement sur le plan social, mais pour tout ce qui touche l'école, il est prêt à s'investir. Maintenant, peut-être le dernier mot, je voudrais consacrer ça à mon équipe pédagogique, essentiellement constituée de dames, mais de braves dames, qui s'investissent matin et soir, qui se donnent à fond pour que ces enfants-là, que nous leur avons confiés, soient à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. C'est qu'ils puissent réussir. Enfin, donc je remercie tout le monde et je prie pour que tous nos candidats puissent être admis. En tout cas, et que Dieu nous préserve de cette pandémie. Et dire à tout le monde de continuer à sensibiliser sur ce coronavirus-là, qui est extrêmement dangereux et qui nous cause beaucoup de problèmes et beaucoup de décès. Que Dieu, en tout cas, l'enlève de Louga, du Sénégal et même du monde. Merci. Merci beaucoup, doyen Sissoko. Doyen Diomaye, vos derniers mots. Voilà, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par saluer la promotion de Louga. Parce que la promotion de Sakoura Gueye, c'est la promotion de toute une région. Donc, à l'inspecteur Sakoura Gueye, nous lui adressons nos félicitations les plus sincères. Et que Dieu allège sa charge et lui donne de solides épaules, n'est-ce pas, pour pouvoir les supporter. Nous nous connaissons compétents, sérieux et disponibles. Donc, par conséquent, nous gardons espoir de le voir même gravir d'autres échelons. Les promotions s'en suivront. Nous avons encore espoir. Parce qu'en fait, les compétences sont là. Et seul le travail paye. Ils ont travaillé, ils seront récompensés par le bon Dieu. Je remercie aussi les autorités scolaires, l'inspecteur d'académie, l'inspecteur Bouffal, dont je salue au passage l'humilité, le secrétaire général de l'IA, tout le personnel de l'IA, l'IF, le chef du district, Idrissa Ba, notre jeune frère, de par sa disponibilité, n'est-ce pas, ses compétences avérées. Tout le pool des inspecteurs de l'IF, le nouvel inspecteur, Serigne Bamba Seck, dont nous souhaitons la bienvenue, n'est-ce pas, dans cette belle ville de Ndiambour, n'est-ce pas, dans cette ville de Djilimbaye, dans cette ville qui a vu naître, n'est-ce pas, de grands fils, n'est-ce pas, de ce pays, les Amadou Mokhtar Mbow, les Abdou Diouf, n'est-ce pas, et tant d'autres. La liste est longue. Bien. Remercier aussi, n'est-ce pas, les enseignants, cette armée, sans tambour ni trompette, aux exploits jamais chantés, qui sont toujours, n'est-ce pas, devant. Parce que c'est grâce à eux que nous aurons notre école, l'école que nous voulons. Chers enseignants, cette école-là sera ce que vous en ferez. Donc soyez toujours debout, n'est-ce pas, à côté des enfants, à côté des parents d'élèves, n'est-ce pas. Remercier aussi les parents d'élèves qui nous ont fait confiance, c'est vrai. Il y avait quelques inquiétudes au début, mais après ils ont compris que leurs enfants étaient en sécurité, n'est-ce pas. Le remercier. Remercier aussi nos épouses, comme il l'a dit. Parce qu'en fait, nous nous donnons pour l'école, nous donnons par ce que nous aimons.
C'est ce qui justifie les absences répétées à la maison, parfois à des heures trop avancées, même pendant la nuit, n'est-ce pas, laisser nos enfants et nos épouses. Donc, nous ne mais nous vous remercions. Remercier aussi les équipes pédagogiques. Je remercie particulièrement mon équipe pédagogique. Voilà, cette équipe aussi engagée à côté de moi, essentiellement composée de dames, de braves dames, qui sont là à 7h30 du matin. Même celles qui ne tiennent pas de classe sont là, surveillent les enfants pendant la récréation. Veillent à ce qu'aucune vente, n'est-ce pas, ne se fasse aux alentours de l'école. Vraiment, chères dames, je vous félicite et je vous remercie. Je crois que vous avez bien compris que nous avons une mission ensemble. C'est quoi? C'est de relever le niveau de ces enfants. Vous savez, remercier encore mon directeur de programme, tout le programme de Louga, les coordinateurs d'unité, Mangasa Sek, le président charge alternative, Mamoudou Sall, Pakop. Mais remercier encore, vraiment et encore, le directeur de programme Gabriel Sambofaye, qui à chaque fois que de besoin est là à côté de moi pour accomplir les tâches éducatives. Youssou, vous savez, il y a deux parentés dans la vie. Il y a des parentés de sang et des parentés de cœur. Ce qui me lie à Aline Badr Sissoko, c'est la parenté de cœur. Et la parenté de cœur est parfois plus sincère que la parenté de sang. C'est sûr. Celui-là, on s'est rencontrés, on s'est aimés. Nous avons aimé nous aimons la même chose, c'est l'école. Nous partageons les mêmes convictions, n'est-ce pas? C'est d'élever, n'est-ce pas, le niveau de ces enfants. Mais vous savez, on a parlé de l'RL TV. Mais l'RL, c'est la lumière. Vous êtes la lumière qui éclaire. Oui, parce que sans vous, n'est-ce pas, il y aurait beaucoup de zones d'ombre. Mais vous êtes là pour éclairer la lanterne des élèves. Vous êtes là pour éclairer la lanterne des parents d'élèves. Et vous êtes là pour éclairer nos lanternes nous-mêmes. Parce que de par la communication, n'est-ce pas, tout s'éclaircit. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est une mission. C'est une mission. Et les missions sont prophétiques. Voilà. Donc l'enseignant a une mission, n'est-ce pas? Tu es un enseignant, mais doublé deux, comme le communicateur Youssou Morgan Boy. Donc vous avez toutes nos félicitations. Merci. Et nos encouragements, n'est-ce pas? Que Dieu vous donne une excellente santé. Merci. Un missionnaire doit avoir une excellente santé. N'est-ce pas? Et je pense que Dieu vous donnera cette santé, n'est-ce pas? Transmettez nos remerciements, n'est-ce pas, à ces techniciens de l'ombre, n'est-ce pas, qui sont là depuis ce matin avec nous, n'est-ce pas, pour que le travail se fasse correctement, pour mettre à disposition du public de belles images. Et je pense que les images seront belles, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, nous terminons aussi cette belle journée, journée d'Arafat, n'est-ce pas? Donc prier pour que cette pandémie s'arrête, pas uniquement au Sénégal, mais dans le monde entier. Parce que le monde est devenu un planétaire. Un problème à 8h à Dakar, n'est-ce pas? Ce problème-là peut être transformé à Tokyo à 9h. Donc, par conséquent, prions, n'est-ce pas, et que Dieu nous entende, n'est-ce pas, que nous préserve tout le monde, préserve tout le monde vraiment de cette pandémie qui est en train de faire des ravages. Voilà, donc, voilà, c'est sur ces mots, n'est-ce pas, que je voudrais terminer. Merci. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Je rappelle que vous êtes directeur d'école SOS Herman Maïner de Louga. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également, M. Sissoko. Vous êtes directeur d'école élémentaire Keur Serigne Louga S, mais également vous êtes le représentant du CODEC, le collectif des directeurs d'école ici à Louga. Alors, merci, chers téléspectateurs, de nous suivre sur la chaîne LRL TV, LRL.net. Je profite de cette occasion vraiment pour féliciter inspecteur Sakoura Gueye pour sa nouvelle nomination et puis pour cette fête de Tabaski, donc demander pardon à tous les musulmans du monde entier.
que Sénégal soit une nation rayonnante, que cette maladie de Covid-19 puisse être enterrée une fois pour de bon dans tout le monde, qu'on ne parle plus de Covid-19 et que les activités puissent reprendre normalement. Alors, chers téléspectateurs de Leral TV, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi, un autre lundi, c'est dans 15 jours, pour un autre numéro de Parlons Éducation. Caméra, vous avez le concours de Abdou Khoudjelo et de Babacar Diop. À la prise de son, vous avez Sogui. Alors d'ici là, portez-vous très très bien. Passez d'excellents moments avec les programmes de Leral TV, leral.net.